et qui s'intitule, comme vous le savez, « Et si nous arrêtions de penser que le donneur d'ordre est le seul responsable des retards de paiement ?» En effet, le sujet des retards de paiement et son impact sur la trésorerie de l'entreprise et sa capacité d'investissement est trop souvent l'occasion de pointer du doigt une source externe à l'origine du mal, le mauvais payeur. Or, il y a manifestement un autre prisme que l'on peut adopter, davantage interne. Se poser la question de savoir quelle démarche adopter pour améliorer les encaissements clients, quel diagnostic porter sur les processus internes, comment mettre en place un plan de progrès. Et auparavant, nous commencerons par un panorama de l'évolution des délais de paiement en France et à l'international suite à la crise que nous connaissons. Pour éclairer tous ces sujets, nous accueillons nos deux intervenants ce matin qui sont d'une part Laurent Bledniak. Laurent Bledniak est Credit Manager Group. Depuis plus de 20 ans, il a acquis l'expérience au sein d'organisations diverses dans des secteurs tels que le numérique, l'industrie ou les services, en France comme à l'international. Sa responsabilité a été de sécuriser le chiffre d'affaires de sociétés allant de quelques dizaines de millions d'euros à plusieurs milliards. Outre la partie opérationnelle, Laurent a acquis une expérience dans la construction et la coordination du service Credit Management, souvent en lien direct avec les directions générales. Il pourra donc nous exposer aujourd'hui son point de vue au sujet de l'impact des dysfonctionnements internes sur les encaissements. Et d'autre part, nous accueillons Gilles Lambert, qui travaille au sein d'Altares, où il a la responsabilité d'animer et de manager le réseau des partenaires du programme Dantrade. Pour rappel, le programme Dantrade est un lieu d'échange entre les entreprises et Altares Dun & Bradstreet, qui permet de mesurer le comportement de paiement des entreprises vis-à-vis de leurs fournisseurs. Ce programme est ancien, il a été mis en place il y a plus de 30 ans et au niveau mondial. Il regroupe 15 000 partenaires dans le monde et permet à Altares de mesurer plus de 17 millions de comportements de paiement dans le monde. Je leur passe maintenant la parole. Merci beaucoup Eric, bienvenue à tous. Bonjour. Oui, effectivement, on va commencer par cette présentation du panorama, quelques chiffres qui sont donc issus du programme Dantrade, parfaitement décrit par Eric. Et je vais commencer par cette dimension internationale que le programme Dantrade représente, avec ce que vous pouvez effectivement voir, que j'ai appelé le grand écart. Donc le pourcentage que vous avez, c'est le pourcentage d'entreprises payant régulièrement ses fournisseurs. On voit effectivement une grande différence entre le Danemark, où on a une quasi-régularité systématique, et à l'inverse, effectivement, des pays comme la Pologne ou la Roumanie, avec une grande variation, par contre, effectivement, des retards de paiement. Alors, on voit que la France, effectivement, est un peu entre deux eaux. On est situé, effectivement, entre le Danemark et le Portugal, pas seulement géographiquement, mais visiblement également sur l'attitude de paiement. Ça nous donne bien, effectivement, cette dimension culturelle qu'il peut y avoir, effectivement, sur l'attitude de paiement. On me racontait que en termes d'étymologie, le mot dette et le mot faute étaient assez proches en allemand. Voilà, ça explique aussi que dans notre propre culture, on est plus ou moins à accepter les retards de paiement de manière différente. Donc voilà. Petite précision, ces chiffres sont sortis de l'étude internationale que nous produisons une fois par an sur le comportement de paiement dans le monde entier. Vous pourrez retrouver ces chiffres sur le site Altares. Si on regarde effectivement, par contre, l'évolution sur les dernières années, et en particulier durant la période actuelle et le contexte 2020 tellement particulier, on voit effectivement que bon, finalement, la France était plutôt pas trop mal lotie en termes d'attitude de paiement, mais plus que les autres pays, on a eu ce pic.
Ce slide avait déjà été présenté par Thierry Millon. On voit qu'en Europe, finalement, l'attitude de paiement s'est effectivement également dégradée durant cette période 2020 tellement délicate. Peut-être un point intéressant, c'est qu'en France, on est redevenu à une situation un peu plus normale, pas encore à l'équivalent de 2018, mais en tout cas un peu plus normal. Les autres pays sont restés à un niveau de retard de paiement un peu plus haut. Également, hein, on est proche effectivement de 14 jours et demi encore pour les autres, pour les pays européens. Alors, si je devais faire effectivement un petit focus sur la France, en prenant quelques secteurs d'activité, là également, on voit beaucoup de différences d'un secteur d'activité à un autre. Alors, je me suis attaché effectivement à la construction. On dit souvent en France que quand la construction va, tout va. On voit qu'effectivement l'attitude de paiement, en tout cas sur les métiers de la construction, est plutôt assez correcte, et les différents interlocuteurs que j'ai dans ce secteur d'activité ne sont pas inquiets sur le court terme. Les carnets de commandes sont plutôt bien remplis. Je dirais peut-être que la vraie difficulté, c'est plus effectivement être capable d'être livré et la matière première qui risque effectivement peut-être de manquer. J'ai voulu faire aussi un focus sur l'industrie. On a parlé beaucoup de l'industrie, la désindustrialisation. Ça a toujours été un secteur qui était plutôt bon payeur de manière globale. On voit effectivement cette détérioration également suite à la période de premier confinement. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder effectivement les restaurants et cafés dont on est assez fanat en France, très clairement. Mais on voit que proportionnellement, c'était déjà un secteur d'activité qui payait finalement relativement moins bien que les autres secteurs d'activité. Ce secteur d'activité a eu une dégradation plus importante encore, puisqu'on s'est quasiment rapproché d'un mois de retard, ce qui est quand même assez conséquent. Et quelque chose d'assez atypique finalement par rapport aux autres secteurs d'activité, c'est que il y a aussi une croissance des retards de paiement entre février et le mois d'avril de cette année. Alors effectivement, on peut se poser un certain nombre de questions sur l'évolution au moment de la reprise. On sait que généralement les reprises sont génératrices malheureusement de retards de paiement, puisqu'il y a ces décalages de trésorerie qui se font entre le fait de devoir payer ses salariés, devoir payer ses fournisseurs et d'être payé avec les conditions de paiement que nous connaissons en France comme en Europe. Donc, on peut effectivement être relativement inquiet sur des secteurs tels que restaurants et cafés. Donc, voilà pour ce rapide, effectivement, panorama, hein, chiffre encore que vous pouvez retrouver également donc, sur le site altares.com. Mais j'aimerais peut-être, Eric, que vous nous donniez votre sentiment et votre expérience au vu de ces chiffres. C'est toujours intéressant de croiser les chiffres, les études, avec l'expérience R1 que vous connaissez. Alors oui, effectivement, les slides que vous montrez sont très intéressants. Ils recoupent, j'allais dire, beaucoup d'informations que nous collectons au niveau de la FDCC. Hein. On a effectivement une commission internationale qui est assez active depuis, j'allais dire, depuis le début du Covid en particulier. Donc, on a des réunions de credit managers qui opèrent à l'international et de spécialistes à peu près tous les mois pour voir l'évolution de tel pays ou de tel continent. Donc, on voit bien effectivement que il y a des différences, évidemment. Il peut y avoir des différences entre les continents, et à l'intérieur de continents, il peut y avoir effectivement des comportements différents. Pour reprendre peut-être quelques cas d'espèce, hein, je reviendrai de manière générale sur l'Europe, mais en ce qui concerne, par exemple, le Royaume-Uni, hein, on savait effectivement que la majorité des entreprises s'attendaient à des retards de paiement suite à la crise du Covid-19. Et plus particulièrement, ce qui nous a été signalé, c'est qu'elles affectaient beaucoup les PME et les TPE. Hein. Donc ça, je pense que ça ne surprendra pas. Ils ont eu quand même à faire face effectivement à des retards de paiement, voire à des paiements qui ont été gelés, et notamment dans le B2B, hein, évidemment. Voilà, aux États-Unis, on a
50%, on nous a signalé que 50% des PME avaient subi des retards de paiement de la part des grandes entreprises. 25% d'entre elles constatent des retards de l'ordre de 20 à 30 jours et 47% d'entre elles l'imputent au Covid directement, mais une majorité pense aussi que les grands donneurs d'ordre en profitent quelque peu. C'est toujours cette question de rapport de force que l'on connaît bien entre grandes entreprises et entreprises de taille plus petite. En Allemagne, eh bien, effectivement, on a des retards qui sont constatés en moyenne de l'ordre de 4 jours. Hein. Donc, c'est comparable à ce qui s'est passé, à ce qui se passe en France. On a également eu récemment des informations en Chine. Hein, on a un retard de moyen de 54 jours. Alors, pour donner aussi quelques commentaires sur la deuxième slide, hein, pour les pays qui règlent dans les délais. Bon, le Danemark, on n'est pas surpris évidemment. Hein, c'est le délai standard est de 30 jours. Le Danemark a transposé évidemment la directive très tôt sur les retards de paiement, et son application est même encore plus stricte que ce que prévoit la directive. Au Danemark, les délais de paiement au-delà de 30 jours doivent même faire l'objet d'un accord signé. Il n'y a pas de maximum inscrit dans la loi, mais un délai trop long pourrait en revanche être considéré par les tribunaux comme excessif. Donc les délais moyens en fait qui sont annoncés sont légèrement en dessous des 30 jours, 27 du côté de l'ordre de 27. Et c'est vrai que le comportement payeur des acheteurs danois a toujours été et demeure l'un des meilleurs dans l'Union européenne. 87% des factures sont payées dans les délais. L'Espagne, dont on a parlé aussi, je crois, là, il faut tenir compte du fait que les entreprises espagnoles anticipaient des délais longs et donc accordent d'emblée des délais minimums de 45 jours, ce qui diminue quelque peu les retards. Bon, que peut-on dire plus généralement, que peut-on faire comme constat en Europe? La crise du Covid, elle a toujours un impact négatif, hein, on le voit bien, sur le panorama européen des paiements. Les retards pèsent sur les capacités des entreprises à poursuivre et à développer leur activité. Les chiffres dont nous disposions récemment indiquent effectivement que les retards de paiement, comme dit, posent un véritable défi pour beaucoup de sociétés européennes. 43% des entreprises redoutent toujours une détérioration des paiements. Et l'incertitude économique a conduit d'ores et déjà 41% des entreprises à régler plus tard leurs fournisseurs. Voilà ce que nous pouvons dire à ce sujet. Je vous repasse la parole. Merci beaucoup, Eric. Effectivement, c'est très intéressant. On a vu durant le premier slide, effectivement, l'impact de la culture face au retard de paiement. Vous évoquiez des aspects juridiques, également des habitudes. Peut-être avant de lancer la discussion avec Laurent, j'aimerais juste faire une petite anecdote personnelle. J'en suis à peu près aux 2 tiers de ma carrière, on va dire ça à peu près comme ça. Quand j'ai commencé à travailler pour Altares, j'avais un directeur commercial qui me disait pose la question sur le DSO, ce qu'on appelait aussi le découvert clientèle. Et c'était quelque chose qui devait être effectivement systématique. Et à l'époque, les credit managers qui avaient des responsabilités essentiellement françaises me donnaient des chiffres qui étaient largement supérieurs à 100 jours. J'avais des 110 jours, 114 jours assez régulièrement. Alors comme j'étais plutôt bon élève et que j'ai gardé ces bonnes habitudes, j'ai gardé cette habitude de poser cette question sur le découvert clientèle. Et aujourd'hui, la réponse qui m'est donnée est souvent inférieure à 50 jours. En gros, ça veut dire que
en un peu plus de 2 décennies, on a diminué par 2, même plus, le DSO moyen. Donc, la première question que je voulais te poser, Laurent, c'est quel est ton regard justement sur cette évolution? Qu'est-ce qui explique cette évolution? Et peut-être en commençant d'abord sur les aspects techniques, ça pourrait effectivement être intéressant. Alors effectivement, si on fait un feedback concernant donc, les évolutions sous ces angles-là pour le métier, il y a des points majeurs et importants qui ont pu effectivement permettre à ces évolutions donc de maîtrise, voire de baisse des DSO. L'un d'entre eux, on a tout simplement l'impact de la LME de 2008, suite à la fameuse crise financière, qui a pour la première fois permis de cadrer les règles parfois par métier, de telle manière à donner une forme de garde-fou, de ligne directrice pour rentrer dans une logique de maîtrise et de normalisation de ce que pouvaient être les délais de paiement parce qu'ils sont impactants pour l'économie. Mais pas que. On a aussi en arrière-garde une évolution sur bon nombre de sujets. Je prends par exemple l'aspect des moyens de paiement. Historiquement parlant, si je vous parle de règlement par chèque, billets à ordre, traître, lettres de change, pour la fonction de credit management, en fait, ce sont de très anciens modes de paiement qui, avec le côté un peu artisanal ou la non-signature de certains documents, permettaient effectivement de jouer un petit peu au chat et à la souris et qui, malheureusement, pouvaient se traduire dans une lecture d'une balance âgée par des retards donc, de paiement récurrents. À cela, on a aussi des évolutions de comportement dans la qualité des échanges des informations. Et en ça, je m'explique. Il y a quelques années, je me souviens qu'il était parfois délicat de récupérer des informations, parfois même très confidentielles, sur les bilans. Historiquement parlant, je me souviens pour avoir notamment cette capacité pour la fonction à créer des analyses, des calculs de limites d'encours pour faciliter le business qu'on souhaitait réaliser. Il était récurrent de pouvoir demander même des sous accords de confidentialité, donc des bilans intermédiaires, donc en l'occurrence une chasse à l'information sous différents aspects, à différents rythmes. Et si on prend ce point de repère, aujourd'hui, on a des évolutions considérables. Déjà, les outils ont permis d'évoluer en la matière. Quand je parle d'outils, c'est ni plus ni moins la mise à disposition, donc dans la fonction de logiciels extrêmement performants qui permettent de calibrer, de structurer des politiques de credit management et de crédit pour les entreprises d'une manière très, très, très opérationnelle. La qualité de la récupération de ces données. On parle là de scoring qui sont aujourd'hui avec des prestataires qui sont bien plus faciles à récupérer. Et on a aussi une notion de pondération de ces données financières par la récupération maintenant quasiment quotidienne, donc de données de comportement de paiement. Donc la tendance fait que avec le recul, l'évolution de la fonction, c'est à récupérer en simplicité, en fiabilité, donc à travers les outils, à travers les habitudes de paiement. Aujourd'hui, on a des moyens de paiement beaucoup plus réactifs pour mettre en place des politiques de recouvrement beaucoup plus dynamiques. Donc effectivement, on a du coup, et j'oublie aussi un élément qui est en train d'arriver, c'est la notion du name shame, à savoir cette nouvelle capacité à dénoncer les champions donc des mauvaises méthodes de paiement. Donc, la globalité donc, de ces évolutions sur la fonction permet aujourd'hui à pouvoir évoluer et de telle manière à impacter considérablement sur la notion de ce qu'est le DSO dans une entreprise. D'accord. Le programme d'Untrade, lorsqu'il a été mis en place en 84, avait cet objectif d'identifier les retards de paiement qui étaient en lien avec la cessation de paiement, en tout cas les tensions de trésorerie. Effectivement, avec le temps, on a vu notamment sur la France, on était assez, on a fait de grosses évolutions en France sur les attitudes de paiement sur les deux dernières années. Effectivement, on a bien vu la conséquence notamment de la LME sur les attitudes de paiement. Mais dans ce que tu décris, Laurent, j'ai l'impression qu'il y a aussi une notion d'acceptabilité
par rapport au retard de paiement. Est-ce qu'aujourd'hui, que ça soit de manière subie ou réalisée, est-ce que les entreprises ont pas un peu plus de mal avec les retards de paiement? Est-ce qu'aujourd'hui, elles ne comprennent pas qu'elles sont hors jeu lorsqu'effectivement elles constatent des retards de paiement, faits ou subis, hein? Alors, à cette question, j'aborderai le sujet du profil des mauvais payeurs. On y faisait allusion tout à l'heure, à savoir cette capacité un peu délicate à pouvoir savoir, il y a quelques années, mais qui avons-nous en face de nous? Est-ce qu'on a un bon payeur ou pas? Aujourd'hui, je dirais simplement que subir n'est plus forcément une conséquence absolue. Aujourd'hui, on a une capacité avec les nouveaux outils, hein, je faisais allusion effectivement aux données, on a une facilité à pouvoir pondérer ces données-là de telle manière à donner un outil de pilotage que l'on doit construire. Concrètement, on a l'assurance crédit qui aujourd'hui permet d'avoir des impacts très efficients sur la qualité d'une entreprise cliente. Entre nous, s'il y a quelques années, une entreprise pouvait s'amuser à essayer de faire un petit peu de la trésorerie sur d'autres de son fournisseur, aujourd'hui, à travers les partenariats avec l'assurance crédit, on a une capacité extrêmement fine à pouvoir détecter quels sont ceux qui sont en train de tester volontairement les limites des process de recouvrement. Et ça a un impact extrêmement fort parce qu'aujourd'hui, un comportement de cet ordre-là aura aussi une conséquence directe sur la couverture que cette entreprise pourra avoir pour faire son propre business. Donc, à savoir, le mauvais comportement aura immédiatement des sanctions. Mais pas que. Quand je dis pas que, je fais principalement aussi allusion à la notion des comportements de paiement, à savoir pondérer, analyser une structure cliente sur ses habitudes de paiement sur X fournisseurs. Et c'est là où ça devient extrêmement intéressant pour pouvoir dissocier ensuite la notion de quelle est la normalité des procédures de paiement d'un client et quelle est l'interprétation que l'on peut en avoir dans notre balance âgée. Donc c'est là des points majeurs au jour d'aujourd'hui, et d'autant plus j'y faisais allusion avec les outils qui nous sont maintenant mis à disposition, à pouvoir segmenter quels sont ceux qui sont ni plus ni moins spécialistes encore à tester des process recouvrement. Et pour information, mes expériences me font dire que dans une balance âgée, on peut avoir une volumétrie de 10, peut-être 15% de profils mauvais payeurs, mais dans le côté sport de la chose. Et c'est là où effectivement ça donne à la fonction de credit management et aussi à une direction générale d'une entreprise la qualité à pouvoir regarder ce qu'il y a dans les retards de paiement. Ok, je comprends effectivement l'importance d'identifier l'attitude de paiement, le côté bon et mauvais payeur. C'est vrai que c'est un élément qu'on a toujours mis assez en avant au niveau du programme d'Untrade, c'était cette fameuse comparaison entre ce que toi tu subis au sein de ton organisation versus ce que ton client fait subir aux autres entreprises. Est-ce que tu es le seul à être mal payé ou est-ce que les autres fournisseurs également? Et donc cette identification, le simple fait d'être effectivement être capable de flaguer qui est le bon ou le mauvais payeur fait effectivement qu'aujourd'hui on développe peut-être ou on éduque peut-être une clientèle de manière différente en termes d'attitude de paiement, et ça joue effectivement là également peut-être sur les mentalités, tout comme le name and shame que tu avais cité précédemment, etc. Je voudrais revenir par contre effectivement sur un point en termes de comportement. Alors on dit souvent que les commerciaux sont assez à l'origine finalement des retards de paiement, de par leur volonté absolue de vendre, hein, sinon ça ne serait pas des commerciaux, ça c'est clair, mais aussi parce que peut-être d'un point de vue administratif, ils seront un peu moins vigilants, moins précis, je dirais, qu'une administration des ventes ou quelque chose comme ça. Mais par ailleurs, mon expérience sur la dernière décennie semble démontrer qu'il y a des évolutions à ce niveau-là. Et donc, alors, moi, en tant que commercial, effectivement, je suis plutôt fanat de cette évolution, hein, de travailler plus ensemble, mais j'entends encore, effectivement, souvent cette discussion entre commerce et credit manager ou finance. Est-ce que cette relation est obligatoirement conflictuelle?
Ah, euh, je dirais dans l'absolu, c'est complètement l'inverse. Hein. Donc, dans les faits, en fait, la fonction de credit management a une spécificité, même si elle est souvent et quasiment exclusivement rattachée aux directions financières. Le credit manager est le plus commercial des financiers. Et pourquoi? On n'est pas que dans une logique à sécuriser dans le recouvrement le chiffre d'affaires, mais aussi à aider à son développement. Donc c'est là effectivement, et le credit management y trouve particulièrement son intérêt, si on peut intégrer les process de validation de business en amont de la réalisation des contrats, voire des contrats cadres, on a une longueur d'avance à pouvoir sécuriser par la suite la lecture des encaissements et d'une balance âgée. Mais effectivement, c'est un relationnel très particulier et qui n'est pas forcément évident à faire vivre. Je prends un exemple très concret et là, on va commencer à rentrer dans les détails concernant les probabilités de retard interne dont les services support éventuellement sont à l'origine donc des retards de paiement. J'ai souvent rencontré des contextes où la direction financière, quelle qu'elle soit, pouvait avoir effectivement des habitudes à devoir respecter, cajoler certains grands contrats. On parlait tout à l'heure des SO à 3 chiffres, des ratios assez considérables. Pour autant, le credit management, avec les données auxquelles on fait allusion, a une capacité de pouvoir donner une nouvelle lecture à ces échanges, à pouvoir structurer différemment la validation de business. Et c'est effectivement un aspect qui est parfois extrêmement délicat pour la fonction, à pouvoir expliciter que les habitudes commerciales doivent évoluer. Non pas par rapport à une volonté de tout bouleverser, non, mais d'une manière très concrète, et pouvoir faire sécuriser aussi les aspects de rentabilité d'un business, quel qu'il soit. D'une manière très concrète, moi, j'ai pu débattre sur des contrats de grands comptes qui avaient historiquement, à l'origine, des ratios de DSO à 120 jours. On ne parle pas de 5 KE, ni de 10 KE, il était question de plusieurs millions. Et effectivement, avec cet échange donc non conflictuel, faire évoluer par la même occasion les relations entre nos services commerciaux et nos clients, défendre les intérêts de résultats de la société, ça c'est une nécessité absolue. Pour autant, c'est aussi extrêmement délicat parce qu'on est aussi potentiellement là à l'origine de certains points de départ de retard de paiement interne. Et je m'explique d'une manière très pragmatique. Nous avons nos conditions générales de vente à faire évoluer. Nous avons nos conditions générales de vente à faire valider. Et une fois que le job, entre guillemets, est réalisé, d'un point de vue juridique, c'est le commercial qui doit faire valider et doit faire vendre ce support. Et aujourd'hui, on a une évolution qui commence à faire naître des conflits entre nos propres conditions générales de vente et les conditions générales d'achat. Autrement dit, on peut mettre en place au niveau du credit management des process dynamiques qui vont intervenir à partir d'une certaine date d'échéance, en préventif et curatif. Et si effectivement la relation commerciale a été confrontée avec une forte imposition de nos grands comptes sur leurs conditions générales d'achat, on peut avoir déjà des vérifications dans les systèmes qui vont être différents entre les dates d'échéance. Autrement dit, dans nos systèmes internes, le credit management aura inséré des données qui permettront d'intervenir si au bout de 30 ou 45 jours fin de mois, les prestations ne sont pas réglées. Et d'un autre côté, l'enrichissement d'une manière un petit peu hasardeuse de certaines conditions générales d'achat imposées par les clients qui vont aller à l'opposé. Donc là, on est déjà sur des points où la crédibilité du recouvrement va commencer éventuellement à se dégrader et poser des problématiques de litige et de retard de paiement. Voilà en quoi on peut effectivement dire qu'il ne peut pas y avoir, en tout cas à mes yeux, de conflit majeur avec la direction commerciale, bien au contraire. D'accord. J'ai déjà rencontré également des cas de figure où le credit manager était directement interrogé par le marketing de l'entreprise pour effectivement développer des cibles ou des stratégies d'approche orientées
dès la prospection, effectivement, la force commerciale. On a vu, donc la culture en France est en train de changer un peu sur les attitudes de paiement, même la relation commerciale et avec la finance s'améliore. Mais par ailleurs, on rencontre encore un certain nombre d'entreprises, je rencontre encore un certain nombre d'entreprises qui subissent 10, 15, 20 jours de retard en moyenne de la part de leurs clients, alors qu'effectivement, un certain nombre de choses ont été mis en place. Ça m'amène à te poser la question sur est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons, tu as commencé effectivement un peu à l'évoquer, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons au retard de paiement? Est-ce qu'il n'est pas aussi intéressant de se poser les questions sur l'interne? C'était un peu l'objet de ce thème d'aujourd'hui. Alors, dans l'absolu, je dirais qu'il est nécessaire effectivement de pouvoir regarder d'une manière beaucoup plus méticuleuse ce qui peut être induit dans nos balances AG. Quand je dis nos balances AG, autrement dit, c'est voir éventuellement si nous ne sommes pas parfois à l'origine, quand je dis on, c'est l'entreprise dans sa globalité, à l'origine de certains dysfonctionnements. Il est bon de rappeler aussi que, d'une manière statistique, il y a à peu près dans les entreprises, à peu près un tiers d'entre elles qui possèdent une fonction de credit management. Et ça, c'est un point extrêmement important. Pourquoi? Parce que qui dans une entreprise peut avoir un regard qui ira autant sur la direction des services ADV, compte client, trésorerie, services généraux et commerce. Autrement dit, on parle de credit management simplement sous l'angle du recouvrement basique, pur, mais il a aussi une fonction qui est parfois pas assez explicitée comme étant un lanceur d'alerte. Autrement dit, on a une capacité à pouvoir centraliser une volumétrie non négligeable de données externes, mais à travers la mise en place, et c'est là aussi une fragilité, de pondérer toutes ces données qui vont être celles que seront accessibles dans la fonction credit management, c'est ensuite faire ressortir ces feedbacks en interne. Donc effectivement, d'une manière très pragmatique, sans rentrer encore dans le détail de ce qu'il y a derrière tout cela, aujourd'hui, on a une capacité à pouvoir détecter des liens entre des retards de paiement avec des dysfonctionnements de flux de données ou de maîtrise de process en interne d'une société, quelle qu'elle soit, petite ou grande, sur des périmètres que puissent être les services des ADV, la comptabilité client, les services généraux. Je prends un exemple très basique. Les services généraux, en fait, ils peuvent intervenir, bien qu'ils n'en aient pas forcément conscience, dans des retards de paiement sur la maîtrise de l'éthique, pour certains groupes, de leur facturation. Moi, j'ai déjà rencontré des contextes où, effectivement, les process étaient faits avec beaucoup d'honnêteté, mais l'édition des factures avait une procédure X. Mais quid du transfert de la facturation papier? Alors là, on n'est pas encore sur des aspects EDI, mais ça posera aussi d'autres problèmes. Quid du transfert des factures papier au traitement d'affranchissement? Je peux vous garantir que pour certaines sociétés, ça peut impacter de plusieurs jours, de 2-3 jours, un DSO. Donc cette non-maîtrise rapportée sur un dashboard qui n'est pas exploité, explicité auprès d'une direction, peut avoir cette conséquence directe. Je parlais aussi tout à l'heure comment on appelle ça, des DSI. Je fais un clin d'œil à nos partenaires avocats qui, à un moment donné, dans le recouvrement, nous sommes obligés, quand il est évident de passer au contentieux pur, avec un passage de main, de faire valider nos créances devant les tribunaux compétents. Bon. Si on a des problématiques de non-maîtrise au niveau de la DSI sur le stockage de nos facturations, des avenants, on aura effectivement une frustration monstrueuse, mais bien souvent silencieuse dans la lecture des balances AG, parce qu'on aura un glissement réel de plusieurs KE, parfois des centaines de KE sur les balances AG, où les avocats, même s'ils sont extrêmement performants, ne pourront pas faire valider dans les règles de l'art nos créances. Pourquoi? Est-ce en lien avec des problématiques de trésorerie du client? Non, lui, le client a joué, on va dire, à un jeu qui
consiste à ne pas payer tant qu'il n'a pas eu une sanction. Et parfois, effectivement, j'ai déjà vu des restructurations au niveau de la DSI qui permettaient malheureusement, qui rendaient indisponible l'accès à certains documents nécessaires pour aller jusqu'au bout de nos process. Donc effectivement, sans rentrer encore dans l'ensemble de ces détails-là, en interne, nous avons effectivement des polluants, je vais appeler ça de cette manière-là, qui peuvent impacter considérablement une balance âgée. Intéressant. En fait, tu décris un peu le credit manager comme le chef d'orchestre de la fluidité de l'ensemble de la chaîne lead to cash, comme on dit maintenant, de l'ensemble de la relation client. C'est vrai que on a vu, nous, pas mal d'évolutions sur les attentes par rapport au programme d'OnTrade, où on était dans un premier temps extrêmement opérationnel, c'est-à-dire qu'on demandait quelle était l'attitude de paiement de telle ou telle entreprise, et aujourd'hui, de plus en plus, on est également sollicité sur des outils de pilotage, d'analyse, de reporting, effectivement, différents. Mais dans ce que tu vas m'en vouloir pour la question un peu provocatrice, mais dans la question, enfin dans tes remarques, je suis en train de me demander si finalement, est-ce qu'on n'a pas le DSO qu'on mérite? Est-ce que les entreprises finalement ne sont pas elles-mêmes responsables de leur propre DSO? Bon, je vais me faire des ennemis. Je vais être un peu provocateur, mais je dirais effectivement dans l'absolu, et je vais m'expliquer pourquoi, on peut éventuellement envisager cette notion d'avoir un DSO que l'on mérite. Alors, c'est pas un côté, tiens, on va se faire du mal et c'est comme cela. Si on part du principe, et dans l'hypothèse qu'on a des créances certaines, qui ne sont pas contestées ou contestables, avec les éléments qu'on a abordés à travers l'échange, aujourd'hui, on a une capacité avec des outils adaptés à nos métiers à pouvoir dissocier les comportements de paiement de nos clients. On a d'une manière globale la capacité à pouvoir dire aussi en moyenne, et ça c'est avant la crise du Covid, à pouvoir stipuler que en moyenne, la normalité c'est quoi? C'est 13, 15 jours de retard de paiement. À partir de notre date d'échéance, on a cette capacité à pouvoir dire c'est la norme. Si on y associe à ce segment les profils des mauvais payeurs, qui parfois peut être conséquente. Moi, une fois, sur une expérience spécifique, j'ai pu la mesurer à hauteur de 40%. Je dirais qu'on a aussi cette option à pouvoir segmenter la globalité de ces encours-là avec ces données-là. Ça veut dire que du coup, on a une logique à pouvoir expliquer ce qui a été décrit tout à l'heure, à pouvoir aborder aujourd'hui des pilotages de balance âgée sur du DSO inférieur ou égal à 50 jours. De là, on a par équation, par simple déduction, la possibilité à dire, mais dans ce cas-là, si j'ai une volumétrie de balance âgée beaucoup plus conséquente, avec un DSO plus conséquent, il y a une multitude d'interprétations à avoir. Et effectivement, la fonction de credit management, récemment intégrée dans la société ou historiquement parlant en place, a une obligation de traiter le problème des arriérés avec une double lecture. La balance âgée, on a des graphes spécifiques, on a des courbes spécifiques qui à elles-mêmes permettent de lire plus ou moins la traduction en interne. Je vais vous donner un exemple très concret. Dans mes expériences, j'ai souvent pu vérifier que l'un des services majeurs à ces problématiques-là pouvait être catalyseur de dysfonctionnement en interne. Autrement dit, si on prend l'exemple des services administration des ventes, ADV, on a à travers leur existence la capacité à pouvoir être à l'origine de dysfonctionnements. On a parlé tout à l'heure des services marketing qui, eux, gèrent des CRM. Bon, on prend cet exemple-là, et si le CRM est mal enrichi, l'ADV, dans son activité de facturation, va éventuellement facturer avec beaucoup d'honnêteté une volumétrie de chiffre d'affaires conséquente, mais quid de la qualité de la donnée des adresses? On ne parle même pas encore d'EDI, mais là, on peut avoir effectivement une volumétrie non négligeable d'envoi de facturation. Accolé à cela, vos process de recouvrement sont dynamiques, et si nos clients ne reçoivent pas les justificatifs,
Ça ne rentrera pas dans leur process de paiement initiaux et normaux. À cela aussi se rajoute la gestion des litiges. Un litige, en fait, on a souvent récupéré des contextes dans ces différentes expériences où le client, quel qu'il soit, va frapper à la porte d'une manière ou d'une autre à une filiale, à une succursale pour dire voilà, il y a une contestation X ou Y. Ce point d'entrée est parfois délicat à pouvoir faire l'objet d'un suivi de traitement, de vérification de résolution, de maîtrise de durée de résolution et voire même des problématiques d'affectation aux bonnes personnes. C'est là où effectivement nous avons là un nombre non négligeable d'exemples qui permettraient à eux seuls de pouvoir impacter d'une manière conséquente une balance âgée dans les retards de paiement auprès d'une direction. Ce qui est grave dans ce contexte-là, c'est effectivement les entreprises qui n'ont pas effectivement donné à ces credit management, enfin hommes ou femmes, cette capacité à intervenir et pouvoir traduire l'intégralité de ces dysfonctionnements sans jugement auprès d'une direction générale quelle qu'elle soit. Je donne un exemple aussi très en rapport avec ce genre de contexte, c'est notamment les entreprises qui font l'objet de factoring. Elles vont avoir effectivement, ces entreprises qui ont ces dysfonctionnements-là, vont subir du coup des risques de définancement conséquents. Et en interne, il va se créer une forme de mécanisme de crispation de telle manière à ce que on va peut-être parfois compenser les définancements par des volumes plus rapides et de précipitation dans la facturation sans pouvoir détecter la problématique des litiges. Et c'est là où on peut entrer dans des cercles dangereux parce qu'effectivement, on n'aura qu'un regard sur la volumétrie et la qualité du matelas de la trésorerie en matière de cash et sans avoir cette capacité à pouvoir retraduire les dysfonctionnements internes que le credit management peut apporter, on peut passer à côté de plusieurs pourcentages de KE, on va appeler ça comme ça, dans la pérennité d'une entreprise. Donc effectivement, on a ce genre de contexte qui, cumulés, peuvent effectivement avoir ces conséquences. Ok, merci beaucoup Laurent. Je vois que le temps défile assez vite. Peut-être juste une dernière petite question avec, si tu peux. Je vais essayer. Voilà. Et on laissera la parole à ce moment-là à Eric peut-être pour la conclusion. Mais bon, on a vu effectivement qu'il y avait un certain nombre d'avantages et on avait des leviers effectivement pour mieux gérer son poste client, sa balance âgée, etc., etc. Mais malgré tout, certaines entreprises ne s'engagent pas là-dessus. On le sait, avec les risques que nous avons vus. Mais est-ce que finalement, en dehors de la partie trésorerie ou la partie diminution du risque, il n'y a pas d'autres avantages finalement à bien gérer son poste client qui pourraient motiver ces entreprises qui aujourd'hui ne se sont pas engagées sur cette typologie de gestion? Alors, il y en a une multitude. On va essayer d'être rapide. Le premier, c'est effectivement mettre en adéquation ce que peuvent être les ROI de la fonction, qui ne sont pas négligeables, qui ne sont pas simplement qu'une roue de secours pour dire, voilà, j'ai un professionnel qui permet de faire du recouvrement. Donc, on a une capacité à pouvoir impacter considérablement aussi sur la maîtrise des provisions. La notion de provision est parfois mise de côté dans l'impact réel de ce qu'elle peut être sur l'EBITDA, d'un bilan d'une entreprise. L'image de marque. L'image de marque, on faisait allusion à l'instant à la notion de maîtrise de la gestion des litiges. Le credit management peut avoir un impact extrêmement puissant sur l'image de marque d'une société. Et si on parle d'image de marque, on rajoute du coup un lien fort avec le commerce qui est de développer le business. Voilà. Donc c'est indiscutable, c'est réel et effectivement l'ensemble de ces
de ces aspects peuvent contribuer à des valeurs ajoutées non négligeables. Donc ça dépasse effectivement le cadre simple de, entre guillemets, de la partie financière. Merci beaucoup Laurent pour toutes ces explications et la réponse aux différentes questions. Eric, je vais vous laisser effectivement peut-être la parole pour la conclusion. J'ai vu qu'il y avait quelques questions. On est sur un timing justement, j'allais effectivement y faire allusion, mais peut-être que vous pourrez revenir vers ces personnes un peu plus tard. Je le ferai. Il y a effectivement une question manifestement sur des problèmes de facturation informatique. Je pense qu'il est fait allusion à l'EDI, en fait, et à la facturation électronique, qui peut susciter effectivement des problèmes, puisqu'on est dans un processus évidemment de facturation électronique qui va devenir obligatoire et répandu pour tout le monde d'ici 2025. Et puis, je vois qu'il y a également des questions sur des indicateurs de créances douteuses, je pense. Là, je ne sais pas si vous voulez d'ores et déjà apporter une petite réponse sur ce point. Alors, rapidement sur le DI, je dirais tout d'une manière très concrète, c'est un énorme sujet. Parce que si effectivement on fait le ratio ou la comparaison avec déjà les difficultés que l'on pouvait avoir sur la maîtrise des envois de factures papier, l'EDI, c'est ni plus ni moins aussi un mariage entre le credit management, les services ADV et les DSI, quelles qu'elles soient. Et c'est là où effectivement il y a une nécessité de communication majeure, de telle manière à pouvoir répondre parfois à une multitude de contraintes techniques de différents clients dans un même portefeuille. Donc là, dans l'absolu, effectivement, bon nombre de sociétés peuvent être en fragilité, soit effectivement la taille du service DSI n'est pas adaptée parce qu'il y a un problème de moyens humains, soit la non-récupération, et j'y tiens à souligner ce point-là, la non-récupération des cahiers des charges ou des spécificités techniques des clients pour répondre à des problématiques EDI. Je termine et je fais vite. L'EDI peut être une source plus ou moins manipulée de certains profils clients à pouvoir enclencher des mécanismes pour contourner la LME. Donc ça, effectivement, c'est un point majeur. Pour répondre à la deuxième question concernant des méthodologies de scoring sur les créances dites douteuses, effectivement, avec les outils qu'on peut déployer, certains d'entre eux, on peut avoir cette capacité à détecter très rapidement ce qu'est une réelle notion de créance dite douteuse. Et effectivement, avec cette capacité à piloter ces flux, il n'y a plus de complexe à pouvoir transmettre éventuellement, ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, un dossier qui a peut-être que 10 jours de retard d'ancienneté de paiement auprès d'un avocat. C'est-à-dire que si vous avez un expert, enfin un client qui est expert dans le test de vos process, on ne va pas s'amuser à lui envoyer 3 ou 4 fois la mise en demeure dans l'année. Non, ça sert strictement à rien. On a ces capacités à pouvoir traduire cette personnalisation des scorings avec des algorithmes à travers certains logiciels qui permettent effectivement d'optimiser la vitesse de l'action. Le fait qu'une société soit en tension de trésorerie pour X motifs, il vaut mieux être parmi les premiers créanciers à faire valoir sa créance que d'être celui qui va se dire « bon, j'ai respecté un script ou un process qui date de 10 ans et effectivement, la qualité de recouvrabilité est parfois délicate. » Peut-être pour compléter la partie douteuse, c'est vrai que on est de plus en plus interrogé, nous, sur cette comparaison de paiement et donc la possibilité de voir quel est le retard de paiement que les autres subissent en face de votre client qui se rapproche de la zone douteuse, donc généralement supérieur à 180 jours ou 360 jours de retard. Donc on sert aussi en termes d'identification du vrai, du faux douteux, entre guillemets. Donc voilà, mais bon, le temps file très très vite. Eric, on vous laisse la parole. Merci en tout cas. Désolé de ce côté très bavard. Non, pas du tout. Je pense que ça intéressait évidemment l'ensemble de nos auditeurs. Écoutez, pour conclure, moi j'ai pris quelques notes, mais je vais essayer d'être le plus rapide possible. Bon, je pense il va y avoir en fait des études qui vont sortir, et vous-même, je crois que vous allez en sortir sur la question qu'on se posait
de savoir s'il y avait des comportements spécifiques selon les pays, et si on retrouvait aussi des comportements communs selon les secteurs d'activité. Donc ça va être intéressant effectivement de continuer à répondre à cette question. On a parlé évidemment de DSO, hein. Il est clair qu'on a eu une augmentation, je rappelle, du DSO au niveau monde de l'ordre de 2 jours en 2020 et que des études sérieuses indiquent qu'on aura également une augmentation à nouveau de 2 jours en 2021. Donc on s'oriente vers des DSO qui sont de l'ordre de 66 à 68 jours. Et il faut malheureusement le mettre en rapport effectivement avec les années antérieures au Covid, où en 2018-2019, on avait quand même des délais de paiement qui s'étaient bien assouplis. Bon, heureusement en France pour l'instant, comme le montre l'ensemble des études et également les vôtres, et puis l'Observatoire des délais de paiement de Jeanne-Marie Prost, là aussi, il y a une étude qui va devenir officielle et qui montre qu'effectivement, pour l'instant, le retard de paiement est relativement contenu par rapport aussi à la crise que nous subissons, mais il faut rester évidemment très vigilant. Pour revenir à la question qui avait été posée, la question centrale, finalement, est-ce que nous avons le comportement de paiement de nos clients que l'on mérite? J'ai noté effectivement que cela dépendait en grande partie de la stratégie de l'entreprise, hein, mais parfois aussi de la prise de conscience ou pas à l'intérieur de l'entreprise elle-même, de l'enjeu que ça constitue. Attention quand même, à l'international, évidemment, il faut tenir compte des aspects culturels, hein. On a des comportements payeurs qui sont avec une culture de paiement de retard, par exemple, dans le Maghreb. Il faut tenir compte aussi, c'est ce qu'on fait ressortir régulièrement dans nos webinars à la FDCC, c'est en dehors de la réglementation juridique, du système juridique, c'est aussi la faiblesse générale des systèmes bancaires dans de nombreux pays, hein, en particulier en Afrique, dans les pays de l'Est ou en Asie, et où les banques ne soutiennent pas forcément le tissu de PME. Et donc, effectivement, le crédit fournisseur règne en roi. Voilà, je voudrais conclure sur l'importance évidemment du rôle du credit manager. Comme vous l'avez montré, il doit être un animateur, hein, de sa fonction, hein, c'est le gardien du cash, c'est un arbitre, c'est un communicant, il doit être pédagogue en interne et en externe, comme vous l'avez montré, hein, pour faire progresser l'ensemble de l'écosystème jusqu'à ses clients, de façon à ce que les dysfonctionnements et les remèdes puissent être partagés à tous. Cette notion de fluidité que vous avez développée, qui est centrale, effectivement, c'est notre rôle à nous d'assurer cette fluidité maximum pour que, encore une fois, les encaissements se passent de la façon la meilleure possible. Voilà, j'ai essayé d'être concis, j'ai probablement oublié quelques éléments. Je vous remercie vivement tous les deux et je vous rappelle un événement important dans le cadre toujours des assises qui se tiendra à Nantes le 8 juillet prochain. Je vous remercie tous et vous dis donc à bientôt et une bonne journée à vous tous. Merci. Merci. Bonne journée. Merci à tous. À très bientôt. Merci. Au revoir.